Elle pensait simplement vider une vieille maison, ranger des souvenirs qui ne lui appartenaient pas, mais ce qu'elle a trouvé dans ce grenier, c'est un journal, abîmé, silencieux, presque vivant. Elle l'a ouvert, elle l'a lu, et quelque chose en elle s'est figé. L'écriture était familière, les pensées troublantes, certains détails impossibles à inventer. Page après page, ce journal racontait la vie d'une adolescente oubliée, ses peurs, ses silences, son isolement. Une adolescente dont personne ne semblait se souvenir, pas même elle. Elle a d'abord cru à une coïncidence, puis à une mauvaise blague, mais ce qu'elle s'apprête à découvrir va tout faire basculer. Car on peut oublier un journal, on peut oublier un lieu, mais comment oublier qu'on a disparu? Tout est mystère, et la clé d'un mystère est un autre mystère. Ralph Waldo Emerson. Là où les traumas prennent la parole, ce que tu vas entendre pourrait bien réveiller quelque chose en toi. Elle s'appelle Marina, 42 ans, une vie sans vagues, sans accroc apparent, pas de compagnon, pas d'enfant, pas d'attache visible. Elle dit souvent « Je me suffis à moi-même ». Une phrase qu'on admire parfois, mais qui, chez elle, sonne comme une forteresse plus que comme une liberté. Elle habite seule, dans un petit appartement du centre-ville de Nantes, au-dessus d'un encadreur d'art. L'immeuble est ancien, les planchers grincent, mais elle s'y sent en sécurité. Les bruits familiers, les odeurs de bois ciré, les silences choisis, tout y est sous contrôle. Marina est restauratrice de livres anciens. Elle passe ses journées à réparer des ouvrages abîmés, à reconstituer des tranches déchirées, à redonner du souffle à des mots oubliés. Elle aime ce travail de l'ombre. Les livres, eux, ne posent pas de questions. Son quotidien est minuté, ritualisé. Levé à 6h45, 2 tartines, toujours les mêmes. Un carnet de notes qu'elle remplit méthodiquement. Elle ne consulte jamais ses écrits. Elle archive, elle ne revisite pas. Chaque geste semble répondre à une peur silencieuse du chaos. Autour d'elle, peu de liens sociaux. Une collègue qu'elle apprécie de loin, une voisine avec qui elle échange parfois des politesses. Elle sourit poliment, aide si on lui demande. Mais on sent bien que Marina ne s'autorise jamais à exister pleinement dans le regard des autres. Elle s'efface juste ce qu'il faut pour qu'on l'oublie, sans jamais la soupçonner. Ses proches, elle évoque brièvement une mère décédée, un père effacé, pas de fratrie, pas d'histoire, ou plutôt rien qu'elle accepte de raconter. Et puis un jour, une lettre. Un notaire, une grande-tante décédée, la sœur aînée de son père. Une maison léguée dans une petite commune du Finistère. Marina n'en avait jamais entendu parler. Elle s'y rend sans hésitation, comme on coche une case administrative. Pas d'attente, pas d'émotion. Un aller-retour prévu sur 2 jours. Juste le temps de trier, vider, signer. Mais à peine entrée dans la maison, un malaise diffus la saisit. Une sensation difficile à nommer. Pas de peur, non, plutôt un flottement. Comme si quelque chose en elle reconnaissait les lieux malgré elle. Le papier peint défraîchi, l'odeur de cire et de renfermé, un escalier grinçant, mais familier. Elle n'a rien dit. Elle a fait ce qu'il fallait, ouvrir les fenêtres, aérer, commencer à trier, et puis, en montant au grenier, elle a vu cette vieille boîte posée à l'écart, et ce journal. Mais ça, c'est ce qui viendra après. Quand Marina pense à son enfance, elle évoque toujours la même scène. Un jardin trop net, une balançoire qui ne grince pas, une femme au geste mécanique qui lui dit de ne pas salir sa robe. Mais au fond, elle ne sait pas si c'est un souvenir ou une image qu'elle s'est racontée.
Elle a grandi dans une maison de province, avec un couple qu'elle appelait naturellement papa et maman. Ils étaient stricts, mais jamais violents. Elle mangeait à heure fixe, ne regardait pas la télé, lisait beaucoup, une routine propre, figée, personne ne criait, mais personne ne riait non plus. Marina a souvent eu cette sensation étrange d'être arrivée dans sa propre vie en cours de route. Comme si elle avait raté les premières pages, comme si un morceau d'elle-même avait été effacé. Entre l'âge de 3 et 6 ans, tout est flou. Aucune image nette, aucun souvenir structuré, juste des impressions sensorielles, des ombres, des éclats. Elle a parfois des flashs, un parfum chaud, un chant murmurant à l'oreille, des cheveux longs, un collier qui brille, un mot dans une autre langue, elle ne sait plus laquelle. Et surtout cette voix, douce, brisée, qui l'appelait « mon cœur ». Elle ne sait pas à qui appartient cette voix. Elle ne l'a jamais entendue dans sa vraie maison, pas dans celle de ses parents officiels. Elle a grandi avec une impression constante de décalage, comme si elle jouait un rôle dans une pièce dont elle n'avait pas choisi le scénario, comme si tout était à la bonne place, sauf elle. À l'école, elle était discrète, appliquée, on la disait sage, trop sage. Elle dessinait beaucoup, des maisons qui brûlent, des femmes tristes, des enfants avec des valises. Un jour, une institutrice a remarqué qu'elle dessinait toujours les mêmes visages, les mêmes scènes. Elle a posé la question « C'est toi sur le dessin ?» Et Marina a répondu sans réfléchir « C'est moi, avant. » Mais avant quoi? Elle ne le savait pas. Elle ne le sait toujours pas. Vers l'adolescence, ses impressions se sont tues. Elle a commencé à verrouiller ce qui restait de sa mémoire instable. Elle a cessé de dessiner. Elle a jeté ses carnets. Elle a appris à donner les bonnes réponses, à jouer la jeune fille normale. Ses parents, eux, n'ont jamais évoqué quoi que ce soit d'inhabituel. Pas de dossier médical, pas de questions. Ils la présentaient comme leur fille unique, sans jamais parler de son arrivée. Comme si elle avait toujours été là, comme si le passé n'avait pas existé. Mais parfois la nuit, elle rêvait d'une porte qui claque, d'un cri, d'un manteau rose qu'on lui arrache, et d'une femme qui court après une voiture, les bras tendus, sans jamais la rattraper. Elle a pris un cahier et a commencé à décrire ses rêves, ses images, ses flashs, ses sensations. Qui sait, peut-être qu'elle finirait par comprendre quelque chose en faisant ça. Tout a commencé par une boîte. Une boîte en carton, grise, rongée par l'humidité, coincée au fond du grenier sous une poutre vert moulu. Rien d'extraordinaire à première vue. Des livres, quelques photos sans date, des bibelots d'un autre temps, et au milieu, coincé entre 2 manuels de couture, un journal. Cuir, rouge, écaillé, reliure défaite sur le côté. Pas de nom sur la couverture, juste une petite étiquette presque effacée. 1998. Marina l'a pris machinalement, un réflexe de restauratrice. Elle voulait le préserver, le nettoyer, peut-être le classer. Mais à peine l'a-t-elle ouvert que quelque chose en elle a basculé. L'écriture, petite, serrée, nerveuse, elle ne l'a pas reconnue. Pas consciemment, mais son ventre s'est contracté, comme si son corps savait. Les premières pages parlent de choses simples, la rentrée au collège, une dispute avec un prof, une remarque blessante sur un vêtement trop usé, des choses banales, trop banales. Mais une phrase a figé Marina. Aujourd'hui, il a encore oublié mon anniversaire, ce n'est pas grave. Je préfère qu'il m'oublie plutôt qu'il me regarde comme ça. Elle ne savait pas pourquoi, mais ces mots l'ont glacée, pas à cause de leur contenu, mais à cause de la sensation d'avoir déjà pensé exactement ça, mot pour mot. Elle a refermé le journal brutalement. Son cœur battait vite, trop vite. Elle a reposé l'objet dans la boîte.
s'est relevée et a quitté le grenier comme si elle fuyait un animal blessé. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Des flashs l'ont traversée, des images floues, un lit aux barreaux bleus, une voix qui chante faux, des murs beiges, un visage sans yeux. Elle a essayé d'ignorer, de rationaliser. Fatigue, stress. La maison, l'odeur du grenier, l'ombre de la mort dans les couloirs, tout ça pouvait bien expliquer ses sensations. Mais le lendemain matin, elle y est retournée. Elle ne pouvait pas faire autrement. Assise sur le vieux plancher, elle a relu les pages lentement. Et chaque ligne semblait résonner dans un couloir intérieur. Des mots simples, mais des émotions trop précises. Des choses qu'elle connaissait sans pouvoir expliquer pourquoi. Je me sens comme si j'avais été volée. Même mon prénom sonne faux. Cette phrase en particulier l'a percutée comme une vérité qu'on refuse de dire. Elle s'est mise à trembler. Le cuir du journal collait légèrement à ses paumes moites. Elle a tourné les pages avec hésitation, l'estomac noué. Des prénoms familiers apparaissent. Des lieux qu'elle connaît, mais pas dans ce contexte. Un parc, une grille bleue, une chambre aux rideaux jaunes. Et puis un dessin. Un visage de femme, les yeux tristes, un collier qu'elle avait vu quelque part. Pas dans sa mémoire consciente, dans ses rêves d'enfant, dans ses cauchemars. Elle n'a rien dit à personne. Elle a gardé le journal contre elle, comme un animal blessé qu'on protège du monde. La nuit suivante, elle a rêvé. Pas un cauchemar, pas vraiment. Une sensation, des bras, une voix, un adieu qu'on ne comprend pas. Quand elle s'est réveillée, elle a pleuré, sans savoir pourquoi. Elle avait toujours pensé qu'elle était née dans une famille un peu distante, un peu froide. Mais ce journal lui soufflait une autre histoire, une autre vie, un autre passé. Et si ce journal n'était pas celui de quelqu'un d'autre, mais d'elle, à une époque qu'elle avait oubliée, ou pire encore, à une époque qu'on lui avait volée. On croit souvent que la mémoire est une bibliothèque bien rangée, qu'il suffit d'ouvrir le bon tiroir au bon moment pour retrouver les souvenirs. Mais pour ceux qui ont vécu un traumatisme dans la petite enfance, la mémoire ne fonctionne pas comme un récit. Elle fonctionne comme un piège à retardement. Ce que Marina vit, ce n'est pas une amnésie ordinaire. C'est ce qu'on appelle une amnésie traumatique dissociative. Un mécanisme de protection radicale mis en place par un cerveau trop jeune, trop submergé pour intégrer ce qu'il a vécu. Dans les premières années de vie, le cerveau n'a pas encore de structure verbale suffisante pour encoder les souvenirs de manière narrative. Il enregistre alors des impressions, des sensations, des fragments sensoriels, des odeurs, des sons, des regards. Mais si un événement est trop violent, un abandon, une séparation brutale, un abus, ces fragments ne s'intègrent pas. Ils sont dissociés, mis à l'écart, isolés comme des bulles de poison. Pierre Janet, au début du XXe siècle, avait déjà décrit ce phénomène. Le traumatisme, disait-il, crée une subdivision de la conscience. Une partie de soi continue à fonctionner, à vivre, à grandir. L'autre reste figée, gelée dans l'instant de l'effroi, comme une pièce fermée à double tour. Marina, comme tant d'autres, a appris à vivre en dehors de cette pièce. Elle a construit une identité stable, rationnelle, fonctionnelle. Mais cette identité est incomplète. Ce n'est pas qu'elle ne se souvient pas, c'est qu'elle n'a pas le droit de se souvenir. Son esprit a verrouillé l'accès pour la protéger, mais son corps, lui, n'a jamais oublié. C'est ce qu'explique Bessel van der Kolk dans son ouvrage « Le corps n'oublie rien ». Les traumatismes ne sont pas dans les mots, ils sont dans la posture, dans la tension musculaire, dans la respiration bloquée, dans les rêves récurrents. Et c'est précisément ce que Marina ressent depuis qu'elle a ouvert ce journal. Des tensions anciennes, des sueurs froides, des flashs incompréhensibles, des larmes sans cause, des silences soudains envahissants.
le journal agit comme un déclencheur. Il réactive une mémoire piégée dans son corps depuis des décennies. Pas sous forme de souvenirs clairs, mais de résonances émotionnelles, de fragments sensoriels, des morceaux de passé qui remontent sans logique apparente. Elisabeth Loftus, chercheuse en psychologie cognitive, a longtemps étudié la plasticité de la mémoire humaine. Elle a montré à quel point les souvenirs pouvaient être reconstruits, modifiés ou même implantés. Mais dans le cas de Marina, ce n'est pas une mémoire reconstruite, c'est une mémoire interdite. Un souvenir réel, mais trop dangereux pour être intégré au récit de soi. Et alors, une question vertigineuse se pose. Que devient une identité quand on découvre que son propre passé est un mensonge? Comment se reconstruire quand on comprend que la famille qui vous a élevé n'était pas la vôtre? Et surtout, comment guérir quand la vérité, même révélée, continue à faire peur? Car une autre forme de dissociation menace ceux qui commencent à se souvenir, celle du déni secondaire. Ce moment où l'on doute de sa propre réalité, où l'on se dit « j'invente, je délire, ce n'est pas possible ». Mais si Marina ressent cette angoisse sourde, ce n'est pas parce qu'elle l'imagine, c'est parce qu'une part d'elle sait. Le dessin dans le journal, le prénom, le collier, tous ces éléments ne sont pas des preuves au sens juridique, mais ce sont des éclats de soi, des morceaux de vérité éparpillés que son esprit avait rejetés et que son cœur commence à ramasser. Et c'est là que commence le véritable combat. Pas contre les autres, contre le doute, contre ce réflexe si humain de refermer le couvercle, de dire « ce n'était rien, c'est passé ». Mais ce n'est pas passé. Car ce qui n'a pas été nommé continue à vivre. Et chez Marina, le journal a réveillé ce qui attendait depuis 20 ans. Une voix d'enfant, une question sans réponse, une douleur sans visage. Marina ne pouvait plus faire semblant. Le journal l'avait capturée. Chaque nuit, elle relisait une page. Chaque mot ouvrait une faille. Et chaque faille la rapprochait d'une question qu'elle n'osait pas poser à voix haute. Qui suis-je vraiment ? Elle a tenté d'en parler à une collègue, vaguement, un malaise, des souvenirs qui remontent. Mais elle a vu, dans les yeux de sa collègue, cette peur classique, cette défense sociale. Tu te fais peut-être des idées, non ? Tu devrais te reposer. Alors Marina s'est tue, mais elle a cherché. Elle a scanné les noms du journal, les lieux évoqués, les expressions familières. Elle a trouvé une adresse dans les dernières pages, une école primaire à une centaine de kilomètres de là. Elle n'y avait aucun souvenir, mais son cœur s'est mis à battre plus vite à la lecture du nom de la ville, Saint-Gabriel-de-l'Oise. Elle s'y est rendue, un matin d'hiver, tout était gris, la ville, les murs, le ciel. L'école n'existait plus, remplacée par un centre commercial, mais une petite bibliothèque municipale tenait encore debout. À l'accueil, une vieille dame, bénévole, l'a laissé consulter les archives locales. Des registres poussiéreux, des listes d'inscriptions. Elle y a passé l'après-midi. Et c'est là, sur une page d'un journal de 1987, qu'elle a vu un nom, Marion, suivi d'une mention manuscrite en rouge, disparu, placement terminé. Le mot disparu l'a percuté. Elle a pris en photo l'article, les mains tremblantes. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Le lendemain, elle a appelé un ancien ami de ses parents. Un homme discret croisé 1 ou 2 fois dans son enfance. Elle l'a trouvé grâce à une carte ancienne. Il avait plus de 80 ans. Il a d'abord nié la connaître. Puis, après un long silence, il a simplement dit « Tu étais une enfant douce. Elle t'aimait beaucoup, tu sais. Elle ne voulait pas te perdre. » Marina n'a pas compris. Qui ça, elle ? Il a soupiré, puis a raccroché. Mais quelque chose dans son ton avait tout confirmé. Ce n'était pas un délire, pas une fiction, pas un fantasme. Alors Marina a fouillé plus loin. Les registres d'état civil, les fichiers d'association. Elle a fini par retrouver une trace, une femme, Isabelle.
habitant non loin de la ville du journal, autrefois déclarée comme ayant perdu la garde de sa fille, Marion, à l'âge de 6 ans. Raison inconnue, dossier scellé. Elle a retrouvé l'adresse, une maison modeste, un jardin envahi par les herbes folles. Elle a hésité à frapper. Et puis la porte s'est ouverte. Une femme, fatiguée, mince, les cheveux gris noués. Elle la regardait sans dire un mot, et Marina, sans réfléchir, a murmuré « Je crois que je suis votre fille. » Il y a eu un silence, un long silence, puis les larmes. Pas de cris, pas d'effusion, juste un effondrement lent. Elles ont parlé des heures, de l'accouchement, de l'enfance volée, de la disparition, d'un homme manipulateur, d'un signalement ignoré, d'un placement d'urgence, et de la conviction d'Isabelle, malgré tout, que sa fille était encore vivante quelque part. Marina ne se souvient de rien, pas clairement, mais les rêves, les images, les phrases du journal, tout s'assemble, pas comme un puzzle complet, plutôt comme un miroir brisé où, pour la première fois, elle voit quelque chose d'elle. Ce n'est pas encore une vérité, mais c'est un passage, un seuil. Elle ne sait pas encore ce qu'elle va faire. Elle ne sait même pas si elle peut aimer cette femme ou lui pardonner. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne doute plus d'avoir été. Ce qui ne peut être dit continue de vivre. Il y a des vérités qu'on n'écrit jamais, des histoires qu'on ne raconte pas, même à soi-même. Parce que si on les disait à voix haute, on risquerait de s'effondrer. Marina a grandi dans une identité inventée, pas par elle, par un système, par des adultes, parfois coupables, parfois dépassés, par le silence surtout. Ce silence qui s'installe quand la vérité fait trop peur. Mais la mémoire, elle, ne disparaît jamais vraiment. Elle attend dans les plis du corps, dans un rêve, un mot, une odeur, un journal oublié dans un grenier. Pierre Janet disait que le traumatisme n'est pas ce qu'on a vécu, mais ce qu'on n'a pas pu intégrer. Ce qui reste à l'extérieur du récit de soi devient un fantôme. Et Marina, comme tant d'autres, a vécu hantée par une absence, la sienne. Ce que cette histoire révèle, c'est que l'oubli n'est pas un échec, c'est une stratégie, un verrou posé par un esprit en survie. Mais quand le bon objet, une page, un lieu, un visage, vient frapper à la porte, le verrou peut sauter. Et l'on se retrouve face à ce qui était là depuis toujours, soi-même, avant la coupure. La clé d'un mystère est un autre mystère, et parfois, c'est en suivant la trace d'une enfant disparue que l'on retrouve la femme oubliée. Et toi, as-tu déjà eu cette sensation étrange que quelque chose t'échappe? Un pan de ta vie, un morceau de toi? Oublié, effacé, verrouillé? Pas par accident, mais parce que peut-être ton esprit a cru que c'était mieux ainsi. Tu sais, on ne devient pas froid ou solitaire sans raison. On ne cherche pas la stabilité à tout prix si l'on n'a pas grandi dans l'instabilité. On ne s'efface pas dans les conversations si un jour notre voix a été étouffée. Parfois, les gens comme Marina, comme toi peut-être, vivent des années dans une identité construite pour survivre. Pas pour exister, mais un jour il suffit d'un objet, d'une rencontre, d'un rêve, et le vernis craque. Si ça t'arrive, n'aie pas peur, ce n'est pas une chute, c'est une remontée vers toi. Il n'est jamais trop tard pour retrouver la trace de l'enfant que tu as été, même si cette trace est floue, même si elle fait mal, car derrière ce flou, il y a une vérité. Pas forcément spectaculaire, mais une vérité qui t'appartient et qui pourrait bien un jour te rendre à toi-même. Je te remercie pour ton écoute et espère que cette histoire t'a éclairé sur tes doutes, tes craintes et à prendre conscience de tes forces et de ce qu'il te faut améliorer sur tes faiblesses. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter l'histoire suivante. Qui sait, peut-être que celle-ci te donnera les réponses que tu cherches. Parce que comprendre l'histoire des autres, c'est parfois commencer à guérir la sienne. À très vite!